Salut à tous, bienvenue. Vous le connaissez peut-être déjà, peut-être pas très bien. Il s'appelle Olivier Rafovitch. Il est ici parce qu'on s'est dit, puisqu'il se présentait pour les élections de la Moatza à Tel Aviv, on avait envie de le connaître mieux et c'était l'occasion de revenir sur son parcours d'Alia, puisque sa liste s'appelle Olim Beyachad. Donc ça me paraissait tout indiqué. On est ravis de l'accueillir. Salut Olivier Rafovitch. Boker Tov. Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que tu as le temps de dormir encore un peu ou tu cours partout ? Je te sens très agité. Non, agité, non. Je cours, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire. Ça bouge énormément, oui. Bon, alors pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, pour ceux qui viennent peut-être d'arriver en Israël, qui veulent en savoir un peu plus sur toi, on avait envie de revenir un peu sur ton parcours d'Alia. Donc tu arrives en Israël en 1981. Et tu as pris directement la direction de l'Université de Jérusalem. Tout à fait. Pourquoi ce choix ? J'ai 19 ans quand je fais mon Alia. J'arrive donc à Jérusalem parce que je voulais Jérusalem, une ville que j'adore, une ville dans laquelle j'ai vécu pendant plus de 10 ans. Rapproche un petit peu. Pendant plus de 10 ans, voilà. Et à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, Hebrew University, le Mont Scopus, était un nom parmi les centres universitaires du monde entier. Exact. Et je voulais être à Jérusalem, dans cette université magique et magnifique. Alors, tu avais eu envie de faire l'Alia, pourquoi ? Pour des raisons sionistes, parce que tu étais dans les mouvements jeunesse quand tu étais plus jeune, parce que ta famille t'a fait grandir comme ça. Pourquoi ? Là, ce sont des questions qui sont fondamentales, parce que jusqu'à aujourd'hui, ces questions m'accompagnent, et je pense qu'elles m'accompagneront jusqu'à mon dernier souffle. Je suis avec mon frère, nous sommes nés dans une famille qui a été extrêmement touchée par la Shoah, de manière directe. Mon père était un enfant caché, ma grand-mère, donc sa maman, son frère et sa sœur qui avaient à l'époque 10 ans pour Shmuel et 6 ans pour Suzanne, sa sœur, ont été arrêtés à la rafle du Veldiv, puis envoyés dans les trains plombés vers Auschwitz, Birkenau. Ils sont morts le jour de leur arrivée au camp, le 29 août 1942, Zichronam Livracha. Mon grand-père Herman a été aussi emmené avec eux ce jour-là, donc la rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942. Lui, il a survécu au camp. C'est un des seuls pratiquement qui a survécu dans son convoi. Il est revenu en 1945 et il a retrouvé mon père qui était donc caché. Et d'ailleurs, si vous me permettez, mon père, caché tout d'abord parce que malade à l'hôpital Necker à Paris, est ensuite kidnappé par sa famille, des tantes, des sœurs de sa maman qui, déguisées en infirmières, l'exfiltrent de l'hôpital Necker et puis l'amènent dans un village dans le Vercors près de Grenoble, où il va passer quelques années, protégé par une famille non juive, la famille Ségon. Et puis en 1944, 1945, les choses vont un petit peu mieux, dans le sens où ils peuvent un petit peu partir de ce village. Je n'ai pas tous les détails. En tout cas, ils vont retrouver de la famille à Paris qui est revenue aussi. Mais ce qui est intéressant, ce que je veux vous dire, c'est que il y a à peine 3 semaines, même pas, je crois, et là j'étais aussi, j'ai agi dans ce sens. Mon père, qui avait à l'époque 6 ans, est donc dans une ferme, dans une bergerie. Et ce jour-là, il s'appelle le petit Momo. C'est un petit garçon. Il sait qu'il est juif, il sait qu'il est caché. Il sait qu'il doit faire très attention. Et ce jour-là, 2 Allemands de la Wehrmacht arrivent en vélo dans le hameau où il y avait 4 bergeries, dont la bergerie dans laquelle mon papa était caché, mais en fait, se promenait comme un petit enfant français. Et les Allemands demandent en allemand fusil caché. Mon père comprenait le yiddish et le mot en allemand lui est très clair. Et ils se mettent à courir comme un fou vers la dame qui le cache, qui n'est pas sa mère, en disant maman. Et elle lui ouvre les bras, et elle le serre contre elle, et elle le sauve. Elle le sauve, et c'était une femme dure, il racontait mon papa. Il raconte, mais à l'époque, cette femme, il n'y a plus de ce monde, mais elle était dure, mais elle l'a sauvée. Et toute sa vie, en fait, mon père nous raconte cette histoire, en nous disant, en nous racontant ce que je viens de vous raconter maintenant sur la radio,
Et il y a quelques mois, je suis envoyé par l'AUJF pour faire une conférence à Grenoble. Et après la conférence, je demande à une personne, Ada Sadoun, si elle connaît le village de Sassenage, qui se trouve près de Grenoble. Elle m'a dit oui, très bien. Et le lendemain, parce que j'étais un petit peu officiel dans cette mission, je rencontre le maire de la ville. Je lui raconte l'histoire, je lui demande est-ce qu'on peut peut-être trouver des gens qui peut-être ont été dans cette histoire. Ouais. Et l'histoire incroyable, c'est que du mois de mai de cette année au mois de septembre, le maire a cherché à trouver la fille de cette dame qui a maintenant 81 ans, qui s'appelle Annick. Et il a réussi à faire les retrouvailles entre Annick et mon père Maurice, qui ont eu lieu et qui ont reçu d'ailleurs une grande couverture médiatique dans la région. Mais quelque part, Annick connaissait aussi l'histoire. Annick avait 7 ans, je crois. Ouais, il s'est rappelé aussi. Et je dis ça parce que ces histoires de rescapés de la Shoah, du fait d'être dans une situation, une situation de vie ou de mort pour des Juifs, pour rien. Quand on regarde tout ça, parce qu'ils sont juifs. Ils sont juifs. Simplement. Ça a été, et ça reste pour moi la raison d'être de mon alia, de mon sionisme actif, du fait que j'ai choisi également une carrière, on va dire, dans la sécurité, dans l'armée. Et je suis toujours convaincu, et d'ailleurs je l'ai dit hier soir à la soirée d'ouverture de ma campagne à Tel Aviv, que le monde, mais l'Europe surtout, reste fondamentalement imprévisible. Et que malgré qu'il fasse beau, malgré que tout en apparence paraît formidable et que le niveau de vie est élevé, etc., comme c'était le cas d'ailleurs avant-guerre, en Allemagne, même en France, relativement, tout peut arriver. Et donc l'importance fondamentale d'avoir un pays fort, et l'importance également fondamentale que les Juifs ici, qui proviennent de la diaspora, de la galoute, soient également non pas des gens qui arrivent et qui oublient d'où ils viennent, mais qu'ils continuent, comme vous le faites d'ailleurs ici, pour Kalita et pour d'autres choses, à œuvrer pour ceux qui doivent venir. Ceux qui sont là, évidemment, mais pour ceux également qui vont et qui doivent venir. Et c'est la raison, je m'excuse d'en parler, mais pour laquelle j'ai, avec d'autres galouillottes, russes, avec américaines. D'autres olim, vous avez choisi de fonder une liste. Une liste qui est la seule liste en Israël. C'est la seule liste en Israël qui est une liste d'olim. Il y en a une autre. Non. Il y en a une autre à Ranana. Oui, non, attention. C'est pas la même ? Non. D'accord, non. c'est pas le même principe ? Pas du tout. À Ranana, c'est une liste qui est d'abord avant tout francophone. Il y a des olim d'Espagne, il y a des olim... aussi ? Oui, c'est un peu le même principe. Mais russe aussi ? Je crois que oui. Très bien. Alors si c'est le même principe, c'est formidable. Non, mais je ne savais pas. Très bien. Ok. Bon, alors, on comprend quand on vous entend parler, d'ailleurs c'est très émouvant, cet attachement à Israël vient de loin. C'est comme une sorte de besoin d'être chez soi, de se protéger des aléas, on va dire, que vous auriez pu rencontrer peut-être en France, je ne sais pas. Non, c'est plus puissant que ça. C'est beaucoup plus... D'abord, ça me dépasse de loin. Moi, je suis un petit juif qui a peut-être, comme chacun d'entre nous, une mission. Mais si vous voulez, au-delà de tout ça, je ne peux pas être autre part que dans l'amour d'Israël et de tout ce qui dépend du peuple juif. Le reste ne m'intéresse pas. Alors on le voit d'ailleurs, et vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre carrière, vous avez servi au sein de Tsahal pendant 20 ans. Plus que ça. Plus de 20 ans. Oui. D'accord. Alors comment c'est arrivé cet engagement ? C'était prévu de faire une carrière Non, c'est pas prévu, mais quelque part les choses se sont enchaînées. Et vous savez, quand mon premier poste officiel, quand je suis un lieutenant, c'est d'être Dover Aminal Ezrahi, le porte-parole de l'administration civile à l'époque de Judée-Samarie. Nous sommes en 87, nous sommes avant la première intifada. Et les choses, entre guillemets, paraissent relativement bien. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème majeur à l'époque. On ne se pose pas les questions qu'on se pose depuis. Et tout d'un coup, je m'occupe en fait du problème palestinien, sécurité, mais également développement, relations palestiniennes, israéliennes, évidemment militaires. C'était un monde que vous connaissiez déjà, cette région, ou c'était une découverte pour vous ? Non, c'était pas une découverte parce que j'habitais à l'époque Jérusalem, j'avais beaucoup d'amis déjà qui habitaient à l'époque à Bethel. Nous sommes avant l'intifada, donc c'est une autre situation. Je vais vous donner un exemple, ceux qui ne connaissent pas. À l'époque, il y avait seulement une khativa, un régiment pour tout
la Judée-Samarie. Aujourd'hui, nous sommes parfois 5, 6, 7. Et il y a également une brigade, etc. Bon, je veux dire, les choses ont énormément changé. La population a énormément... Tout a changé, tout a changé. C'est énormément développé. Ouais. Voilà. Et donc, ce poste-là me fait entrer dans le vif du sujet. Et puis, au bout de 3 semaines où je suis en poste, démarre cette terrible et grave intifada, la première, qui me met tout à fait face au monde. Tout d'un coup, je fais face à tous les ministères, à l'échelon le plus élevé au niveau de l'armée. Porter la parole d'Israël devant le monde, vous essayez de défendre les positions, d'expliquer la situation. D'abord d'expliquer, parce que même nous ne savons pas de quoi il s'agissait. Vous savez, il y a une situation très intéressante que je voudrais juste mentionner maintenant. Lorsqu'on fait face à une situation qui commence, peu importe laquelle d'ailleurs, le premier jour, on ne sait pas ce qui va se passer le deuxième jour. Sûr. Et on ne sait pas donner les définitions des choses. Ça peut être le cas. Souvent, je me pose la question, quand la Révolution française a débuté, est-ce que... Non, mais écoutez ce que je dis. C'est parce que les grands phénomènes sociologiques, politiques, ont un début. La force des politiques, la force des analystes, est de savoir de quoi il s'agit. Et on ne peut pas savoir dès le départ de quoi il s'agit. Je me souviens, au début de cette première intifada, qui a été un problème terrible pour Israël, des gens pensaient que c'était juste quelques jours des émeutes locales, et on connaît la suite de tout ça. Mais c'est là, si vous voulez, où nous sommes dans une situation où j'en ai fait partie, par hasard. Où tout peut changer. Où tout change, tout évolue, et donc j'ai été dans la grande histoire d'Israël. Alors justement, quelle est l'intervention que vous avez faite à cette époque qui vous a le plus marqué ? Et forcément un moment qui... vous savez, j'ai eu... Il y en a plein, mais... Je me souviens d'un article et d'un journaliste du Figaro qui s'appelait Pierre Branche. Je ne sais pas si ce monsieur est toujours là. 1985 ou 7, je ne sais pas, 7 ou 8. Et il vient dans mon bureau, j'avais un petit bureau à Bethel, et je lui dis cette phrase, je lui dis, vous savez, il y a des problèmes, mais rien n'est cassé. Tout marche. Nous sommes en contrôle de tout ça. Et l'article sort dans le Figaro le lendemain, évidemment. Mes parents m'appellent et me disent, mais c'est quoi ce titre, rien n'est cassé? Non, je lui dis, je vais parler de ça, mais là, je viens de comprendre ce jour-là que des phrases qui vous paraissent parfois anodines peuvent devenir en fait les titres et les choses qui vont, entre guillemets, lancer ou pas d'ailleurs... sortir dans les médias et faire le tour du monde. Dans les médias et également dans la conscience publique, dans la conscience déclarative en général. Et donc, je me suis dit ce jour-là, en particulier, il faut faire très attention aux mots que nous prononçons, à la manière dont nous les disons et pourquoi nous les disons. Alors vous allez me dire, vous avez attendu ce jour-là, j'en parle au niveau public, au niveau politique. Bien sûr. Les mots ont un sens. D'ailleurs, nous, le peuple juif, nous sommes le peuple du livre. Mais quand je dis le peuple du livre, je rappelle aux gens que le livre, c'est un ensemble de phrases et de mots avec des lettres. Donc nous sommes quelque part le peuple des lettres, avant d'être le peuple du livre, parce qu'il faut des lettres inscrites dans un livre. Alors vous allez me dire, où allez-vous ? Je vais dans le sens où nous sommes peut-être le premier, le seul peuple qui a compris avant les autres l'importance du mot. L'importance du mot et quels mots et comment les dire. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque nous disons à des gens qui prononcent des mots graves, c'est très grave, ne les prononcez pas. Parce que les mots deviennent des actes. Et souvent les gens disent non, vous exagérez, vous les juifs, vous avez toujours cette peur entre vous, vous êtes un petit peu comme ça, des angoissés. Non, parce que nous savons très bien que les mots deviennent des actes. Nous l'avons vu dans l'histoire, nous écoutons très, très, très judicieusement ce que disent les gens, nous écoutons les phrases prononcées, nous faisons attention à tout cela, écrit ou parlé. Et je dis encore une fois que nous devons être très, très prudents. Alors vous êtes toujours en tête de pont pour défendre Israël. Toujours. Vous le faites dans les médias, vous le faites à la télévision, dans les journaux, bref. On vous connaît aussi pour ça. Et ce qui est assez touchant chez vous, c'est que vous n'hésitez pas aussi à dénoncer d'autres dérives dans le monde. Lorsque il y a des massacres, par exemple, des musulmans sont massacrés, vous n'hésitez pas à monter au créneau. Des chrétiens d'Orient aussi. Vous avez souvent porté cette parole-là, on le sait moins. C'est assez touchant, je trouve. Parce que certains peuvent penser que vous avez des positions très tranchées pour défendre le peuple juif. Ça passe parfois pas très bien, mais quand on voit l'autre versant de la médaille, c'est... Je veux dire, le monde est hypocrite. Le monde est hypocrite. Le monde
n'a aucune véritable intention d'aider les autres. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure de la radio, de la télévision, des satellites, on peut tout savoir, tout voir en real time, en direct. On peut tout savoir. C'est-à-dire que avant, on pouvait dire « je n'ai pas vu, je ne sais pas ». Il y avait pas de... Mais aujourd'hui, on sait tout. Et c'est pire. C'est pire parce que en sachant tout, on ne fait rien. Comme on faisait rien avant en disant qu'on ne sait pas, maintenant on sait. Donc, si vous voulez, le monde de l'hyper-information, le monde de la couverture médiatique à outrance, le monde des réseaux sociaux, le monde de iPhone qui permet maintenant de filmer tout maintenant et de le différer, pourrait dire, voilà, maintenant je sais, donc je vais faire. Non. Vous savez, moi je dis la chose suivante. Quelqu'un qui ne bouge pas lorsqu'il voit une femme se faire violer, ensuite se faire massacrer, qu'elle soit juive, arabe, blanche, noire, ne bouge pour personne. Ils n'ont pas bougé entre 39 et 45 lorsque 6 ou 7 millions, les chiffres sont peut-être plus que ça, ont été massacrés de manière horrible. Lorsque notre peuple a été anéanti en Europe sans sépulture. Lorsque l'Europe est jusqu'à aujourd'hui la plus grande tombe sans sépulture du peuple juif depuis que l'homme a été créé sur cette terre. Et ceci continue à être une réalité dans d'autres régions du monde. Alors, certains parlent, ou alors s'impliquent pour certains, mais pas pour d'autres. Alors, vous savez, juste un mot, je suis très, très impliqué en Afrique, au niveau professionnel, mais également au niveau humain. Je connais très bien l'Afrique noire, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Et lorsque des milliers d'Africains quittent l'Afrique et se noient en Méditerranée, je dis bien se noient et sont mangés par des requins, parce qu'on parle de ça, mangés par des requins, par centaines. Le problème n'est pas qu'ils soient mangés par des requins qui intéressent l'Europe, c'est qu'ils arrivent en Europe. Comment faire pour qu'ils n'arrivent pas en Europe? Alors vous allez me dire, c'est normal, les Européens sont inquiets. Je ne parle pas de cela, je ne parle pas au niveau politique, je parle au niveau humain. Des milliers d'hommes et des enfants et des femmes se noient en Méditerranée pour trouver une meilleure vie. Je ne rentre pas du tout dans le pourquoi du comment. Le monde entier ne va pas écrire là-dessus. Il y aura quelques peut-être ici et là, un bateau, 1500, 2000, on parle de beaucoup de monde. Mais par contre, lorsqu'un Palestinien qui va lancer une grenade contre des Israéliens ou qui va crier Allahu Akbar, mort, Dieu est grand en arabe et mort aux Juifs, Idbah al-Yahoud, va être éliminé ou va être arrêté par... Ça va faire des journaux du monde. Et c'est là, si vous voulez, où on voit que le monde est hypocrite dans le choix de ces combats, entre guillemets, qui il veut soutenir et pourquoi il les soutient. Et là, si vous permettez, je reviens juste une parenthèse et je m'arrête. Vous m'avez invité, donc laissez-moi. Mais non, mais j'ai tellement de questions à vous poser, alors voilà. Mais... Et c'est là où je trouve une autre chose intéressante à vous dire, c'est que la presse internationale, la presse française, puisqu'on parle beaucoup ici de la France et du français, s'intéresse énormément aux Palestiniens. C'est un sujet qui les excite, un sujet qui les rend fous d'amour, fous d'intérêt, fous d'émotion, les Palestiniens, vous savez. Mais en fait, j'ai vérifié, et je viens d'écrire un livre qui sort avec... c'est ce que j'allais vous dire. Je viens de vérifier, mais là, en profondeur, un peu peut-être plus en finesse. Ils s'intéressent aux Palestiniens parce que ce qui les intéresse là-dedans, c'est nous. En fait, si nous n'étions pas dans cette histoire-là, nous les Juifs, nous Israël, il n'y aurait pas d'intérêt pour les Palestiniens. Alors justement, vous venez d'écrire un livre, Israël, une chance pour le monde. Avec Chaim Ouzikant. Avec Chaim Ouzikant, voilà. Qui est aux éditions de Passy. Donc apparemment une vision d'avenir et avec des solutions pour un règlement politique possible. On ne va pas tout détailler ici, c'est pas le propos. Mais c'est aussi une autre facette de vous qu'on connaît moins. Bien évidemment, l'Alia, toujours, a été pour vous importante. Vous avez dirigé l'Agence juive en France pendant, on va dire, 3 ans à peu près, 2002-2005. Oui. Et vous avez eu aussi une fonction dernièrement assez intéressante au sein du ministère de l'Aklita pour rédiger un rapport sur l'Alia de France. J'étais là donc pendant 6 mois puis 2 mois dans une mission, enfin missionné par le ministère de l'Alia de l'Aklita pour faire un rapport sur comment améliorer cette Alia de France qui est actuellement en baisse. Et quelles sont les raisons? Alors, vous pensez qu'ils ont raté le rendez-vous avec l'Alia de France? Non, vous rentrez pas là-dedans? Non, je rentre là-dedans, mais l'Alia n'est pas un élément ponctuel. C'est pas une chose qu'on a ratée, non. Je pense qu'Israël, et c'est une des raisons aussi de mon action aujourd'hui, l'Israël doit beaucoup plus faire. Okay. Mais c'est pas seulement le ministère de l'Alia et de l'intégration qui est un petit ministère.
enfin quand j'ai petit, relativement petit, en tout cas qui devrait être beaucoup plus important, avec des moyens beaucoup plus larges et surtout avec une manière de viser l'intégration différemment pour ce qui est ce qu'on appelle de l'allié d'Occident. Aujourd'hui les Français, demain peut-être une vague d'alliés du Royaume-Uni à cause de ce qui se passe si le Parti travailliste, que j'espère pas, prend le pouvoir, qui a à sa tête un antisémite notoire, n'est-ce pas, Coburn. Si demain, encore une fois, on peut aussi avoir demain à faire face à une alliée importante des USA, espérons-le. On ne va pas attendre 10 000 ans pour que les Juifs américains pensent à faire leur allié. Mais tout ça dépend non pas seulement de moyens, mais également d'une réflexion et d'une prise de conscience différente. Encore une fois, pour l'instant, l'allié russe a été une alliée majoritaire, importante depuis maintenant plus de 20 ans. On a ici 1 200 000 Juifs de ex-Union soviétique et Russie qui sont en Israël. L'allié Ukraine est encore importante, avec des éléments qui sont différents de ceux qui viennent de France, qui sont différents. Et c'est là, dans ce rapport, que j'ai d'ailleurs... j'ai fait aussi, j'ai rencontré plusieurs fois des acteurs, dont entre autres le docteur Dov Maimon, qui m'a également aidé dans la rédaction de ce document. Il a toujours une très longue et très riche expérience dans le passé, de rapports, de commissions et autres. Je voulais aussi un peu savoir ce qui a été fait avant, parce que je ne suis pas arrivé en disant j'invente rien, n'est-ce pas ? Est-ce que le rapport a été utilisé, ce qui va être utile ? Vous savez, nous sommes dans l'administration. Je connais personnellement la ministre de l'intégration de l'ALIA. Ça n'en fait pas une amie, une copine. Derrière, il y a tous des rouages qui font qu'il faut que ça bouge. Ça bouge très lentement, trop lentement à mon goût. Il n'y a pas assez de compréhension de l'importance de l'ALIA de France. Comme d'ailleurs, à mon avis, il n'y a pas encore assez de compréhension de l'ALIA américaine. Ou britannique. Et aujourd'hui, l'allié israélienne est surtout basée sur l'allié russe, avec des employés, des fonctionnaires d'origine russe, qui sont le résultat de cet allié-là. Et ça va prendre du temps pour que les choses changent. Et je crois que le fait même d'avoir fait ce rapport est, on va dire, une pierre à l'édifice. Mais l'édifice est loin encore d'être terminé. Et j'espère que d'autres comme moi et après moi continueront. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a décidé à rentrer en politique ? Parce que vous êtes là depuis des années. Je suis un vieux olé. Voilà, un olévatique, comme on dit. Bien sûr. Je suis d'ailleurs plus olé, d'ailleurs. Bien sûr, vous savez que tout est politique, paraît-il ici, et que si on n'a pas de voix politique, on n'existe pas. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette idée. Bien sûr. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? C'est une question de timing ? Je crois, de timing, et puis également de préparation, de maturité. Vous savez, moi j'étais dans différentes missions. D'abord, j'ai également, je suis un homme qui travaille, j'ai une famille, je dois aussi 7 enfants. Penser à la Parnassa, et donc les choses ne sont pas faites. Là, il y a eu une espèce de conjonction de choses. On est venu vous chercher ? On est venu me chercher. Ok. On est venu me chercher, c'est vrai. Qui est venu vous chercher ? On en parlera à une autre émission. Mais on est venu me chercher. J'ai tenté. Non, c'est très bien. On est venu me chercher, effectivement. Je pense que, pour la première fois, au niveau israélien, et de manière structurée, il y a une possibilité de mettre en place, on va dire, une structure politique qui est vraiment fondée sur des grosses communautés. Grosses communautés qui ont derrière elles et des énormes valeurs ajoutées, également des problématiques, qui semblent en fait au départ très différentes les unes des autres. Mais en fait, se ressemblent. Et bien sûr, vous savez, hier on m'a interviewé sur, je crois que c'était sur un, je ne sais plus qui m'a interviewé, je ne me souviens plus, excusez-moi, mais elle m'a dit oui, mais quand même, les Français sont différents des Russes. Et les Russes, écoutez, les Russes, vous savez, le matin ils se réveillent parce qu'ils ont dormi la nuit, ils ont des enfants à amener à l'école, et puis ils doivent travailler parce qu'ils doivent gagner leur vie. Les Français, ils ont aussi dormi la nuit, ils doivent aussi se lever le matin, ils ont aussi des petits-enfants à amener à l'école. Non, mais... C'est-à-dire que les problématiques de base, en tout cas, sont les mêmes pour tout le monde. Écoutez, il y a une chose qui est incroyable ici, c'est que on est juif en France, on est juif en Russie, on est juif au Maroc, on est juif en Amérique, on est juif en Éthiopie, et puis quand on arrive ici, on est français, et on est russe, et on est éthiopien. Attendez, je sais tout ça. Mais c'est là, si vous voulez, il faut peut-être retourner à une phrase essentielle du fondateur du sionisme politique, Theodor Herzl, qui a dit, qui était lui-même un juif un peu assimilé, il ne savait pas où il était, vous savez, au départ il était là, après il était là, il a fini dans la maladie, il était lui-même ravagé par des questionnements, qui suis-je, où vais-je, etc.
juif autrichien, juif d'origine séfarade, habitant une capitale d'Occident, et lui est entre un judaïsme étranger à des grands rabbins russes. Vous connaissez tout ça. Mais il écrit l'État juif. Il est le père fondateur intellectuel de l'État d'Israël moderne, avec beaucoup de questionnements et beaucoup d'imperfections. Mais je veux dire encore une fois, cherchons ce qu'il a écrit. Cherchons ce qui nous rassemble et pas ce qui nous sépare. C'est comme ça que vous avez réussi à créer une liste avec des gens de différents horizons. Mais de différents horizons, Alors, on peut citer quelques personnes, parce que vous avez quand même des personnes prestigieuses. Je pense à Claude Breitman, voilà, qu'on a plaisir à voir s'engager en politique. Claude Breitman, qui est une femme brillantissime, une femme qui est une femme d'action aussi. Mais bien sûr, j'ai connu il y a quelques années. Bien entendu, une femme d'action. Elle habite Tel Aviv aussi. C'est une femme qui est remarquable dans la manière d'organiser des choses. Elle a une influence culturelle, une influence intellectuelle. Nous sommes proches. Là, elle est actuellement dans une mission en France, d'ailleurs, alors nous parlons extrêmement importante pour Israël par rapport à l'eau et au partage de l'eau et à l'intelligence. Comment faire pour que ces choses-là puissent également faire que d'autres pays aux alentours bénéficient du partage de savoir des chercheurs israéliens. Tout à fait. Et donc, si elle m'entend aujourd'hui avec ses équipes, nous lui transmettons de votre studio, avec votre permission, un grand be'atzlacha, Claude, et bravo pour cette action, d'ailleurs, qui se trouve au Parlement français. C'est-à-dire, c'est pas une action qui se fait loin de tout ça. Donc, Claude Breitman, évidemment, qui est numéro 5. Il y a qui dirige aussi l'Institut, le Collège académique de Netanya. Le campus francophone de Netanya. Voilà. Il y a Boris Schindler, qui est un relativement jeune Israélien d'origine russe, qui a été très actif, je vous le dis ici, à Nativ, qui est une branche du bureau du Premier ministre, qui s'occupe du judaïsme russe à l'étranger. C'est un peu l'équivalent de l'agent juif. C'est un homme qui est jeune, qui est un activiste, ce qu'on appelle le social, mais qui est également quelqu'un qui a fait pas mal de choses pour ce judaïsme-là, qui n'est pas très connu du côté français. Il y a Edgar Cohen, qui est un homme d'affaires, mais qui est d'abord médecin, qui a créé le centre médical de Lilienblum à Tel Aviv, une entreprise médicale, d'aide importante. Il y a... Vous avez une jeune fille formidable qui s'appelle Vika Canard, qui est sur votre liste aussi. Je vous laisse faire, tout à fait. Alors elle est multilingue. Multicarte, multilangue. Voilà. On a eu le plaisir de la recevoir ici. C'est une spécialiste de la mode, entre autres. Elle a plein d'idées. Voilà. Alors c'est l'exemple. Alors elle, c'est une fille qui est née en Géorgie, qui a émigré ensuite en Allemagne, puis qui a vécu en France, puis qui fait son alia et qui vit en Israël. Elle a 2 enfants magnifiques. C'est un judaïsme dynamique jusqu'à ce qu'elle arrive en Israël. Et là, elle se lance donc dans cette action politique extraordinaire. Il y a Sandy Benamou, une jeune mère de famille, qui est également une femme d'affaires, qui est d'origine toulousaine, quelques années en Israël, qui tient un hôtel à Tel Aviv, mais qui est également très active dans le cercle de ce qu'on appelle de cette jeunesse, de jeunes familles tel-aviviennes. Il y a encore d'autres personnes bien sûr. sur la liste. Juste mentionner, je voudrais mentionner un homme qui s'appelle Lee Ami Lawrence, qui est d'origine américaine, qui vient de Los Angeles, qui vient même de Beverly Hills. Donc, je veux dire, c'est quelque chose... C'est ça qui est rigolo, parce que dans la liste, il y a vraiment... C'est pas rigolo. Profils, c'est intéressant. Non, c'est pas non plus intéressant. Ah, quand même. Mais non, c'est là où je veux en venir, Cathy. C'est Israël. C'est Tel Aviv, mais c'est aussi Jérusalem. Mais lorsqu'on vous ouvrez un peu les yeux et qu'on regarde un peu qui sont les Israéliens autour de nous, alors on peut rester comme ça, cloîtré dans son domaine, on peut dire, voilà, mes voisins... Vous êtes pour casser les stéréotypes, en fait. Pas pour casser, du tout. Mais non, Am Israël... Il n'y a pas vraiment de stéréotypes. Am Israël, c'est nous, c'est eux, c'est d'autres. Et on a parfois difficulté parce qu'ils ne nous ressemblent pas toujours. Mais quand on regarde un tout petit peu, c'est là où je veux en venir. Il y a un fond commun. Mais c'est pas un fond. C'est pas un fond, c'est plus qu'un fond, c'est une appartenance commune. C'est que leurs parents prient comme nos parents prient, avec le même livre, vous comprenez ? Ce sont les mêmes sensibilités. Ils pleurent tous comme nous on pleure lorsqu'on entend le Kaddish ou El Malé Rachamim. Ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux à l'armée, comme nous tous. Ils ont la même vibration du cœur lorsque un de nos hommes est blessé ou tombe Chas v'Shalom au combat. Ils sont tous juifs. Ils sont tous juifs, mais parfois, en apparence, les marit ein, comme on dit,
ne nous ressemble pas. Alors on dit non, mais si, on est pareil. Et lorsqu'hier, le Rav Yonatan Seror... C'est assez intéressant quand je vous entends parler parce que vous parlez comme un... Et ça fait du bien, parce que les francophones n'osent pas toujours, comme un juif décomplexé. Mais écoutez, mais attendez... Libre. Mais Israël, mais oui. C'est l'aboutissement de la liberté d'être juif. Attendez, ici, on est juif, mais on est juif à 100 000%. On est juif comme on le veut. On peut avoir une kippa blanche, rouge, noire, mais c'est pas important. Qu'elle soit énorme, votre kippa, qu'elle vous recouvre le corps. Non, mais je suis très sérieux. Mais vous avez le droit de vivre votre judaïsme au fond et à fond. Vous avez le droit d'être... Ne pas avoir du tout de kippa aussi. Mais ne pas avoir de kippa du tout aussi ne veut pas dire qu'on n'est pas un juif et qu'on ne croit pas. Ne pas avoir... Vous savez, encore une fois, là je parle d'une autre chose qui malheureusement est beaucoup plus grave. Nos ennemis, qui sont très nombreux, Cathy. Si nous, on est ici un pays de 8 millions d'habitants, dont 6 millions et demi de juifs, nos ennemis sont centaines de millions. Vous croyez qu'eux, ils font des différences entre un juif de Mea Shearim et un juif de Rothschild? Vous croyez qu'eux, ils font une différence entre s'il a une kippa blanche, ou une kippa rouge, ou une kippa sruga, ou une kippa shrora? Vous croyez qu'ils font une différence? Eux, ils ne font pas de différence. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Le rapport, c'est que malheureusement, parfois, lorsqu'on oublie, nous, d'être un peuple uni, j'ai bien mis Ouchad, eh bien malheureusement, parfois nos ennemis nous le font ressentir. Et je ne veux pas qu'il y ait ça. Je ne veux pas que cette appartenance commune à un peuple, qui est un peuple extraordinaire, qui est le peuple juif, nous soit fait ressentir par les autres. C'est nous qui devons être à la tête de cela. Et encore une fois, cette liste-là, que hier j'ai vue, parce que j'étais aussi celui qui présentait la liste, en voyant tous ces êtres arriver, ça paraît au départ hétérogène. Et c'est ça, Israël. À un moment donné, il y a eu une femme qui est arrivée, une jeune femme américaine. Il s'avère que c'est la nièce de Steven Spielberg. Elle s'appelle Jessica Katz. Elle est aussi artiste, elle a fait son alia. Donc, c'est la fille de la sœur de Steven Spielberg. Vous allez me dire, mais quel rapport? Le rapport, c'est que, voilà, une grande famille de Hollywood qui fait des films pour le monde entier. Hein. Je pensais à Jurassic Park, je pensais à la liste. Il y en a plein. Et d'autres, la liste Schindler, d'ailleurs. Tout ça. Elle est là, elle regarde, elle est à Tel Aviv, elle vient de Beverly Hills, je ne sais pas d'où elle vient, elle est maintenant dans ce groupement-là. Elle m'a dit, I'm very happy to be with you, I'm very happy, I'm very excited. Bon, à l'américaine, comme ça. Je lui dis, vous aimez ici? Elle me dit, I miss my parents. Mais je lui dis, mais tout le monde se languit de ses parents. Et tous les parents se languissent de leurs enfants quand ils font leur alia. Vous voyez, même famille, il faut tout recommencer, il faut reconstruire des repères. Voilà. Et on pourrait encore continuer à parler avec vous pendant longtemps. Alors, on n'a pas parlé de votre programme électoral parce qu'on va le faire dans le cadre d'une autre émission. Très bien. On espère que vous allez nous faire des promesses électorales parce que les francophones qui nous écoutent veulent savoir un peu... Il y aura écoutez, c'est un programme qui n'est pas un programme magique, mais on en parlera. Voilà. Merci beaucoup de vous être un petit peu plus dévoilé. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Voilà, aujourd'hui, on vous connaît encore un peu mieux. C'est important quand on va voter de savoir quelle est la personne derrière les affiches électorales, derrière les images lisses, qu'est-ce qui se cache. Voilà. Donc j'espère que on vous a un peu mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, avec mon épouse Roxane, c'est que nous ne venons pas, ni elle ni moi, de familles très traditionnalistes, pour des raisons d'histoire terrible. Okay. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, et elle n'est pas avec moi aujourd'hui, mais nous sommes extrêmement, de plus en plus d'ailleurs, dans l'appartenance et dans le rapprochement. Et je ne dis pas ça pour la politique, pas du tout. Parce que si je mens devant la radio, devant le peuple, la Kadosh Baruch Hu saura connaître et ressentir. Mais nous sommes de plus en plus dans une espèce de dynamique, de rapprochement, je dirais, naturel vers la terre, le peuple et la Torah. Et je crois que ces trois choses-là sont ici en Israël indissociables. Mm-hmm. Et quand je parle de religion, je parle d'abord et avant tout de gens, d'hommes et de femmes. Il faut faire attention de ne pas parler de la terre, bien sûr. Et ce trio-là, cette alliance... Et d'ailleurs, ça va complètement avec une évolution de la société israélienne quand on pense aux fêtes de Tishré qu'on vient de quitter, voilà, qui viennent de nous quitter. Si vous avez eu l'occasion d'aller sur l'esplanade du Kotel. J'y étais. Nous y étions. Extraordinaire.
absolument extraordinaire, alors qu'il y a 15 ans, c'était pas du tout comme ça. Nous y étions, on voit Am Israël, de tout bord. Mais c'est magnifique. Maintenant, ça vous donne une force. Je suis d'accord. Une force extraordinaire. D'ailleurs, quelques jours après... Il ne va pas s'arrêter de parler. Moi, je m'arrête. Toda Rabba. Voilà, on arrête. Ok, en tout cas, si vous voyez que si vous avez envie de le connaître un peu mieux, apparemment il a la parole facile, on peut aussi lui poser des questions lorsqu'il y aura des Chouk Baïd, j'imagine à Tel Aviv, pour aller le voir, aller le rencontrer. Voilà, c'était Olivier Rafovitch. Merci beaucoup. La tête de liste de la liste, Olim Beyachad. Toda Rabba. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.